Bonjour et bienvenue à la deuxième discussion clinique qui comporte sur le délirium. Premièrement, on va commencer par des petits vrais ou faux, question de se réchauffer. Puis par les suite, vous allez voir, là, je vais développer au courant des diapositives, puis toujours en relation avec les vrais ou faux que je vous ai, qu'on va discuter là, dans l'instant même. Alors, c'est parti. Vrai ou faux? Le délirium est considéré comme un syndrome le plus important observé lors d'une hospitalisation. C'est vrai. Le délirium peut affecter les fonctions cognitives et fonctionnelles à long terme. C'est vrai. Certains médicaments favorisent le délirium. C'est vrai. Les interventions pharmacologiques sont prioritaires pour une bonne prise en charge du délirium. C'est faux. Le délirium prolonge le séjour hospitalier et augmente la mortalité et la morbidité. C'est vrai. Le délirium hypoactif a moins de conséquences que l'hyperactif. C'est faux. L'infirmière joue un rôle important dans le dépistage et la gestion du syndrome du délirium. C'est vrai. Il y a des facteurs précipitants qui favorisent le délirium. Vrai ou faux? C'est vrai. Les interventions non pharmacologiques sont futiles et n'ont aucune utilité. C'est faux. Donc, le délirium, c'est quoi? Le délirium, c'est un état confusionnel aigu, transitoire et réversible. C'est un désordre des facultés intellectuelles qui est caractérisé par une suite d'idées qui est erronée puis c'est inaccessible à la critique. Alors, grossièrement, là, si on veut vraiment rendre ça très simple, le délirium, c'est un peu comme vivre un rêve éveillé. On peut se sentir incompris et incapable de comprendre les autres. Et la réalité et la fiction se mélangent. Donc, imaginez pour un patient qui vit un délirium, comment ça peut être paniquant pour lui. Donc, le dépistage des signes précurseurs du délirium, puis la mise en place de mesures non pharmacologiques, est-ce que c'est ça on devrait prioriser lorsqu'on a un patient qui est en délirium ou qu'on présuppose là, qu'il est sur le bord d'être délirieux? Ben, c'est vrai. Donc, être proactif, c'est la clé du succès. Dans la gestion du délirium, je devrais vous dire, on n'est pas dans le succès-échec, on est plutôt dans la réduction des méfaits. Éviter que notre patient s'enlise dans un délirium ou lui éviter carrément de devenir délirieux. Vous allez voir au courant là, des diapositives, on va pouvoir développer là. Donc, les facteurs précipitants, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des facteurs précipitants au délirium. Ils sont de l'ordre, puis aux soins, on en a comme beaucoup. Ils sont de l'ordre de 7 à peu près. Donc, on a le coma iatrogénique. Aux soins intensifs, on sédationne puis on analgésie nos patients. Donc, imaginez un patient qu'on fait dormir pendant 3 4 jours, même des fois une semaine, comment ça peut affecter son sensorium parce qu'il est sédationné et analgésié. Et c'est pour ça l'importance des qu'on a protocolisé la sédation et protocolisé l'analgésie et aussi les éveils quotidiens pour pouvoir mesurer le sensorium de notre patient, dans quel état psychique notre patient est, est disposé. On remarque aussi que c'est plus intense au niveau crépusculaire à cause de la diminution de la stimulation sensorielle, de l'éclairage. Souvent, ben, il y a plus d'anxiété. Il y a la carence du sommeil. Aux soins intensifs, on s'entend là, on fait des tournées horaires, on a beaucoup de soins à donner. Même le rythme circadien est pas mal bouleversé là, quand on vient aux soins. Donc, c'est important de respecter le cycle veille-sommeil chez nos patients, de se poser la question, est-ce que le soin, si notre patient dort, est-ce que le soin est vraiment obligatoire? Est-ce que ce serait plus délétère d'aller donner un soin au patient que d'interrompre son sommeil? C'est à voir. Chaque situation là, est vraiment particulière. Bon, on a la dénutrition et la déshydratation, surtout si nos personnes âgées, des fois, sont en diminution de l'état général, ils sont moribonds, ils ont un processus infectieux. Donc, c'est important de s'assurer qu'ils sont bien hydratés et bien nutris.
Parce que, surtout au niveau de la dénutrition, on sait qu'il y a des carences en vitamine B12, souvent chez les patients dénutris, parce que la vitamine B12, je vous dirais, c'est un élément essentiel à la formation de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, acétylcholine, sérotonine, dopamine, je pense que je les ai tout mis, on a GABA, glutamate. C'est essentiel et même en communauté, lorsqu'on a des patients qui nous viennent voir pour peut-être des troubles cognitifs, la première chose que le médecin va faire, c'est il va doser la vitamine, B12. Ben, c'est la thiamine, bref. La thiamine qu'on donne à nos patients qui sont en delirium tremens ou en syndrome de sevrage, ben, c'est pour ça qu'on leur donne de la thiamine. Ça va les permettre de sortir de leur délirium parce qu'on sait très bien, qu'habituellement les gens qui consomment de l'alcool, à outrance, l'alimentation, ça fait pas partie vraiment de leur priorité. Donc, c'est des gens qui sont dénutris et probablement carencés en vitamine B12. On sait que la présence de cathéters urinaires, de l'infection, de la douleur, peuvent amener le patient à être en délirium. Donc, c'est important que des fois que le patient est délirieux, de, c'est important de soulager notre patient. C'est important de voir s'il fait de la température, y a-t-il une pneumonie, fait-il une infection urinaire, la douleur, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que souvent nos patients délirieux peuvent devenir comme un peu discommunicants parce qu'ils sont pas capables de vraiment bien signifier leurs besoins, de voir si aux mobilisations ils sont très souffrants, sont très réfractaires, viennent comme un peu raides, ils sont probablement souffrants. Fait que faut pas gêner à soulager nos patients. Ça peut être un facteur. Bien entendu, aux soins intensifs, on est les champions là, du délirium iatrogénique, qui est probablement causé par le profil de pharmacie, par la pharmacothérapie qu'on donne aux soins. On sait que l'utilisation des contentions, on sait, là, c'est syndrome d'immobilisation, ça peut prédisposer au délirium. Puis bon, comme je vous ai dit, avec la pharmacothérapie des soins, souvent, on est les champions. On a une pharmacothérapie qui, qui est très iatrogénique, qui peut amener des déliriums iatrogéniques. Parce que tous les médicaments qui ont des effets anticholinergiques, les médicaments pour la nausée, le sommeil, l'allergie, tous les corticostéroïdes, on donne des doses de stress, donc ça met le corps en stress physiologique, ça monte le cortisol, puis incidemment, ça a un effet excitant là, chez le patient. On a les opiacés, ils sont plus, parce que comment je pourrais vous dire? Les patients n'ont pas la même pharmacodynamique, même la même pharmacocinétique que nous. Quand je parle de la pharmacocinétique, là, je parle d'un médicament comment qui est absorbé, distribué, éliminé. Chez la personne âgée, c'est vraiment très différent. Et la pharmacodynamique, c'est l'effet du médicament sur le patient, là. Donc, puis, ils n'ont pas la même pharmacodynamique que nous. Donc, ça fait en sorte, si je veux résumer gros, qu'ils sont plus à risque d'effets secondaires et plus à risque d'effets cumulatifs. Donc, les patients sont plus sensibles aux opiacés, sont plus sensibles aux benzos, sont plus sensibles aux médicaments. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut toujours se poser la question en tant qu'équipe traitante, le risque et le bénéfice d'introduire une molécule chez le patient, se poser la question entre le bénéfice de la situation et les risques, essayer de gérer ça, voir qu'on n'ait pas une polypharmacie inutile chez nos personnes âgées, toujours se référant à la pharmacocinétique, à la pharmacodynamique de nos patients. Et je vous dirais que l'ennemi le plus grand, c'est tous les médicaments qui vont inhiber le GABA. Je vais vous l'expliquer vraiment assez succinctement, c'est quoi? Le GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Ce neurotransmetteur-là, inhibiteur-là, il est là pour la relaxation, la détente, la mémoire, même l'apprentissage. Et il est souvent utilisé dans la gestion de l'anxiété. Ça, c'est dans le système nerveux central. Vous avez de l'autre côté un autre neurotransmetteur. Lui, il va faire l'effet contraire. On l'appelle le glutamate. Donc, c'est comme un effet de balancier, là. Donc, quand le GABA est haut, le glutamate est plus bas. Quand le GABA est plus bas, le glutamate est plus haut. Le glutamate, c'est un excitateur. C'est un neurotransmetteur excitateur qui est présent pratiquement constamment dans toutes, pratiquement toutes les synapses chimiques
qu'on fait, là, qu'on fait actuellement, le glutamate est présent. Puis même à ça, le glutamate est responsable de la sensibilisation à la douleur. Fait que le but quand on a un patient qui est délirieux, on veut pas avoir un neurotransmetteur qui va exciter le patient, qui va augmenter les messages nerveux, qui risque de plus l'halluciner, plus le mettre dans une adrénergie, ou plus le mettre souffrant. Donc, on veut plutôt avoir un GABA haut. Parce que le GABA, si je peux vous faire une image très rapide, le cannabis agit sur le GABA, il fait augmenter le GABA. Donc, le cannabis, on le sait, ça amène la détente, ça peut même gérer la douleur, ça peut même aussi gérer l'anxiété. Donc, juste pour vous faire, là, vous faire une analogie, le GABA, le glutamate. Donc, l'ennemi là, le plus grand d'un patient qui est délirieux ou même qui est dément, c'est d'avoir des benzos dans sa pharmacothérapie. Donc, en tant qu'infirmière, c'est important de relever les incohérences qu'il peut y avoir là, dans la pharmacopée du patient. C'est extrêmement important. Parce que c'est sûr que ça va le calmer, votre patient, sur le coup, mais après, il va être encore plus exacerbé, il va être encore plus mêlé. Incidemment, on sait aussi que le délirium, souvent, c'est le signe d'une infection grave ou d'une affection grave. Fait que c'est important de toujours rester éveillé là-dessus, là, de pas toujours prendre comme du cash que c'est juste un délirium. On sait jamais. Surtout chez les patients qui deviennent un peu discommunicants. Donc, c'est toujours important là, d'investiguer puis de prendre ça quand même au sérieux, comme on fait tout. Incidemment, si on veut, on a des facteurs précipitants, on veut évaluer notre patient, puis on veut le dépister, ben, ça nous prend des échelles. Donc, on a l'échelle là, qu'on utilise aux soins intensifs, c'est l'échelle Intensive Care Delirium Screening Checklist. Céline va nous faire un petit aide-mémoire. C'est facile à utiliser. On peut le faire pendant qu'on prodigue un soir ou qu'on fait notre tournée là, le matin. C'est très, très facile et ça se réfère à l'échelle d'agitation des sédations de Richmond, le RAS. Ben, tous les matins, on évalue notre RAS de nos patients sédationnés. Ben, c'est sur le même principe. Ça nous permet d'objectiver, de savoir si notre patient est délirieux ou non. Mais ça me permet d'objectiver puis de pouvoir mettre en place là, certaines peut-être interventions non pharmacologiques, puis de pouvoir discuter avec le patron, puis d'avoir vraiment une donnée objective là, à donner au médecin. Et le CAMA-CU, qui est quand même très utilisé, c'est très facile, c'est des questions qu'on pose. Tout dépendant de la question, ben, le patient va coter positif ou négatif. Puis avec cette cote-là, ben, on va pouvoir faire un meilleur dépistage puis pouvoir mettre en place euh, des meilleures solutions pour le patient. Le but, c'est de dépister rapidement pour mieux soigner. Ce qui veut dire soigner, c'est pas toujours au niveau de la pharmacopée, de la pharmacothérapie. Ça peut être tout simplement des méthodes non pharmacologiques. Souvent, c'est ceux qu'on doit prioriser. Donc, puis aussi de revoir le profil pharmaceutique. Est-ce que j'ai de la médication qui pourrait exacerber, maintenir mon patient dans cet état-là? Donc, c'est important parce que nous, on voit le patient 8 à 12 heures. Donc, c'est nous, l'expert au chevet, qui voyons les changements qui peuvent s'effectuer auprès de notre patient. Comme je vous dis, dans la prise en charge du délirium, c'est pas tant le succès-échec, c'est la réduction des méfaits. Empêcher que mon patient s'enlise dans un délirium, empêcher que mon patient, mon Dieu, se dirige vers le délirium. Donc, incidemment, on est vraiment dans la réduction des méfaits et non dans le succès-échec. On a deux formes de délirium. Donc, j'ai fait des petites mises en situation. On a Monsieur Tranquille, c'est un post-op de hanche droit. Il dort beaucoup, il est voire léthargique. Il sait pas où il est, puis il sait pas pourquoi il est à l'hôpital. Il est incapable de maintenir son attention. Le patient, il collabore peu. Puis dans ces conditions-là, la physiothérapie était possible. L'alimentation est difficile, il est à risque d'aspiration. Alors, on est dans quelle forme? Ben, on est dans l'hypoactive, bien entendu. C'est de la léthargie, stupeur, pouvant même aller jusqu'à l'état comateux. La priorité, c'est les interventions pharmacologiques ou non pharmacologiques. Bien entendu, ça dépend toujours de la situation dans laquelle on est, la situation clinique. C'est multimodal et interdisciplinaire. On a la deuxième, c'est Madame Falcaner, admise pour effort rapide. La patiente n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Elle voit des araignées partout et pense que les médicaments qu'on lui donne vont la tuer. Elle veut s'en aller parce que ici, c'est vraiment dangereux.
Donc, elle est hyperactive. Il y a de l'hypervigilance, de l'agitation psychomotrice, de l'agitation puis de l'agitation psychomotrice avec de la psychose. La priorité, c'est l'application des contentions chimiques, physiques ou pharmacologiques. C'est multimodal puis interdisciplinaire. Et on a le délirium mixte. Bien entendu, c'est un aller-retour entre un état hypoactif puis un état hyperactif. Pardon. Ce qui est important de signifier, c'est que souvent, le délirium hypoactif, il passe sous le radar, puis il est aussi délétère que l'hyperactif. L'hyperactif est plus ostentatoire, il est plus impressionnant, puis il nous demande une prise en charge, là, nursing. Donc, c'est important aussi de le dépister, ce délirium hypoactif-là, parce qu'il est aussi délétère pour le patient que l'hyperactif, mais il est moins ostentatoire, disons. Les mesures pharmacologiques sont des solutions à prioriser. Non. Elles sont réservées aux personnes qui représentent un réel danger pour eux. Parce elles ont des vertus, elles peuvent prolonger le délirium, elles ont des vertus sédatives, d'immobilisation, et ça prédispose le patient aux réaspirations puis aux chutes. Donc, je tiens vraiment à vous le dire, là, que c'est réservé aux gens qui représentent un réel danger pour eux, puis par surcroît, je dirais même qu'ils peuvent, réel danger pour eux, je dirais même, tu sais, qu'ils peuvent être aussi un frein à la prestation de soins, bien entendu, là. Donc, le dépistage du délirium par l'infirmière, c'est la pierre angulaire. On devrait le faire, on devrait l'évaluer Q8 heures puis faire des suivis pour pouvoir mettre en place des situations, être proactif, éviter, tu sais, genre que le patient s'enlise ou qui développe un délirium. Donc, les mesures pharmacologiques, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut faire attention. Les personnes âgées, ils n'ont pas la même pharmacocinétique, pas la même pharmacodynamique que nous. Donc, ils sont plus à risque d'effets secondaires, ils sont plus à risque d'accumulation de doses. Donc, les antipsychotiques, tout d'abord, si on a besoin d'avoir un antipsychotique, il faut le donner. Donc, on fait la théorie des petits pas. Fait qu'on donne des petites doses, puis on s'ajuste jusqu'au temps qu'on va atteindre là, la zone thérapeutique. Donc, les antipsychotiques, on a les typiques et les atypiques. C'est grossièrement l'aldol, le risperidone, la quetiapine qu'on utilise là, pour les comportements dangereux. Il ne faut pas oublier que quand on donne des antipsychotiques, on expose nos patients au syndrome malin des neuroleptiques, on ne sait jamais, ou aux réactions extrapyramidales. On a l'arrêt de sédation. L'arrêt quotidien de sédation, c'est pour évaluer le sensorium du patient, ce qu'on appelle l'éveil quotidien. C'est pour ça qu'on a des sédations protocolisées. Parce que la plupart des sédations qu'on utilise aux soins intensifs, faut pas oublier, c'est des inhibiteurs de GABA. Donc, il faut évaluer le sensorium du patient. Autant si le patient il est hypo ou hyperactif, ça peut être un frein à l'extubation. Donc, ça va amener l'équipe traitante à se poser la question sur le bon choix des molécules pour pouvoir faire progresser le patient, pour pas prolonger son séjour ou sa dépendance ventilatoire. Donc, on a aussi le choix de l'analgésie et de la sédation. Euh, Quand on essaie d'analgésier nos patients, on va, on va peut-être opter pour plus la co-analgésie, des Tylenol versus des opiacés, ou même faire de la co-analgésie. Ça veut dire de prendre une petite dose d'opiacés et de lui donner avec des Tylenol. Ça permet d'utiliser moins de narcotiques et ça même optimise le soulagement. Ça optimise la molécule la molécule de morphine ou de dilodine. Éviter les benzos, privilégier la mélatonine, toujours à cause du GABA, parce que nous, quand on a un patient délirieux, on veut un GABA élevé, on veut pas un glutamate, parce que ça, c'est un effet de balancier. Quand le GABA est haut, le glutamate descend. Quand le GABA est bas, le glutamate augmente. Donc, il ne faut pas oublier, le GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur qui est là pour la relaxation, la détente, puis il est là aussi pour les processus de la pensée. Le glutamate aussi pour les processus de pensée, mais c'est un neurotransmetteur excitateur.
Donc, il faut faire très attention. Ça, faut les retirer du profil pharmaceutique ou carrément ne pas les donner et en parler aux pharmaciens, qu'on puisse vraiment bien ajuster là, la pharmacothérapie du patient pour pas qu'il y ait une polypharmacie. On a les mesures non pharmacologiques. Dans les mesures non pharmacologiques, bien écoutez, on en fait beaucoup aux soins. Favoriser la présence des proches et leur collaboration. Les proches peuvent souvent être aidants, savent comment réconforter leurs proches, leurs parents, leur époux, et ça leur permet aussi de se sentir impliqués dans les soins, de sentir qu'ils sont utiles. Ça peut être très paniquant pour une famille de voir sa mère complètement mélangée, avec des propos incohérents, qui ne se ressemblent pas. Donc, ça peut leur permettre d'avoir une certaine emprise, de créer une alliance thérapeutique avec autant la famille qu'avec le patient, puis ça peut grandement faciliter les soins. On a discuté avec la personne, lui offrir du temps, ne pas confronter la personne dans son délire, l'écouter, la rassurer, comme on dit, la remettre dans le temps, l'espace, lui dire pourquoi qu'elle est ici, qui je suis, euh, gérer les refus de soins, expliquer au patient, euh, remettre à plus tard au lieu de faire un soin qui ne pourrait que exacerber le patient qui est déjà exacerbé. Donc, essayer de voir si on peut pas remettre. Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce qu'on peut pas attendre? On a aussi les mobilisations précoces, encourager la marche. Ça met le patient dans la vitalité, ça met le patient dans quelque chose de normal. Offrir des possibilités de divertissement, la radio, plier des serviettes, comme j'ai dit, réorienter la personne, répondre à ses questions. Stimuler l'élimination, essayer de retirer les sondes. Des fois, un patient peut s'arracher une sonde puis se créer vraiment un petit un trauma, là. Donc, c'est important. Accepter que ça soit dans une culotte s'il n'est pas à même de vraiment bien signifier là, ses besoins d'élimination. Encourager l'alimentation, l'hydratation. Ne pas éviter de. Si on voit que c'est pas optimal, ben introduire la nutritionniste qui pourrait nous donner des trucs, parler à la famille, voir s'ils peuvent pas être là, présents à l'heure des repas. Comme je vous ai dit tout au long là, des diapositives, investiguer la pharmacopée du patient avec le pharmacien. Nous, là, aux soins intensifs, on est les champions là, du délirium iatrogénique, là. Les molécules qu'on donne sont souvent prédisposent nos patients, peuvent être un élément déclenchant là, au délirium. Donc, la prise en charge là, du délirium, c'est multidisciplinaire. On n'est pas dans le succès-échec, on est dans la réduction des méfaits. On va prioriser le dépistage, l'évaluation, les mesures non pharmacologiques, essayer d'investiguer la, la pharmacothérapie du patient pour voir s'il y a des molécules entre les risques et les bénéfices d'avoir cette molécule-là. Est-ce qu'on pourrait pas la remplacer? Est-ce qu'on pourrait pas arrêter la molécule ou diminuer ou changer les heures d'administration pour essayer d'éviter là, aux patients là, de rentrer dans un délirium, ce qui peut être vraiment délétère pour le patient, là. Donc, comme je vous ai dit, il y a des conséquences du délirium, sont délétères, sont multiples, sont néfastes. Euh, ben, il y a la prolongation de la ventilation mécanique, bien entendu. On a la prolongation du séjour hospitalier. On a le retrait des cathéters centraux périphériques des sondes. On a l'auto-extubation, qui peut être vraiment néfaste pour le patient. On a l'atteinte cognitive à long terme. Il y a beaucoup de statistiques là-dessus. Il y a les risques de mortalité. Donc, le dépistage puis l'évaluation des risques de délirium, là, c'est le meilleur remède qu'on peut donner aux patients. Vraiment. Puis, nous, on a notre place là-dedans. On a notre responsabilité. Mais comme je vous dis, on n'est pas seul là-dedans. C'est une prise en charge multidisciplinaire. Donc, il y a la collaboration de tous les impliquants. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Graphie, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.